Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler des interruptions volontaires de grossesse. À ce titre, nous avons invité Madame Véronique Fraccaro, accompagnante psychosociale et juridique au planning familial des Marolles et également membre du GACEPA, donc bien voilà. Merci d'être avec nous, Véronique. Merci. Voilà, nous avons également avec nous Luna Maras, qui est assistante en psychologie clinique à l'espace santé famille. Elle termine son master en clinique avec nous. Donc on remercie également Luna d'être avec nous. Merci. Avec plaisir. Et elle va aussi porter la voix d'un témoin anonyme. Donc on la remercie d'avoir partagé avec nous son témoignage. J'espère qu'elle nous écoute et qu'elle pourra bénéficier aussi du fait de tout ce qui va être dit dans cette émission. Et on la remercie parce que son témoignage pourra peut-être toucher aussi nos auditeurs par rapport à ça. Alors, il faut savoir qu'en 2019, le SPF Santé rapportait 18 027 interruptions volontaires de grossesse en Belgique. En moyenne, les personnes qui le pratiquent sont âgées de 28 ans, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et on va parler des tabous et des fausses croyances avec notre intervenante. Nous avons donc voulu aborder ce sujet qui est sensible avec vous. Donc, aujourd'hui, nous parlons des IVG. Alors, je vais commencer avec Madame Fraccaro. Quelle fonction exercez-vous au sein du planning familial ? Voilà, alors au sein du planning, moi je travaille au planning familial des Marolles depuis 21 ans. Donc je suis éducatrice spécialisée de formation, mais après l'équipe est pluridisciplinaire et donc je suis travailleuse psychosociale, accueillante et accompagnante en IVG, au droit à l'avortement. Tout ce qui est animation EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dans les écoles et aussi pour des publics adultes. Et également tout le travail d'accueil polyvalent et pluridisciplinaire en planning et aussi spécialisé dans les violences liées à l'honneur. Voilà. Ok, super. Merci vraiment d'être avec nous. On va profiter de tout ce savoir et de toutes ces connaissances ce soir. Alors, Luna, est-ce que tu peux nous décrire et nous dire qu'est-ce que c'est que l'IVG et sous quelles conditions elle peut être pratiquée ? Et éventuellement, si Mme Fraccaro veut, elle peut compléter. Hein, donc, voilà. Ok. L'IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Elle est légale en Belgique, sauf en cas de problème médical grave. L'avortement doit avoir lieu avant la fin de la 12e semaine qui suit la conception, donc 14 semaines après les dernières règles. Il existe différentes méthodes pour mettre fin à une grossesse dont nous parlerons plus en détail plus tard. Le choix de la méthode dépend avant tout du stade de la grossesse. D'accord. Donc on va voir qu'il y a différentes méthodes, mais que ça dépend vraiment où on en est dans sa grossesse. On ne va pas utiliser les mêmes pratiques si on est, par exemple, enceinte de 2-3 semaines ou si on est enceinte, par exemple, de, 3 mois. Avant les 120 jours, puisque légalement, c'est juste que 120 jours. Oui, c'est ça fait 3 mois, c'est bien ce que je dis. C'est 3 mois et donc, effectivement, Luna a raison de parler en Belgique, on parle en semaine d'aménorrhée. Donc, dans la loi, on parle en semaine de grossesse de conception, mais quand on fait les échographies, on rajoute 2 semaines de retard de règles d'aménorrhée et donc c'est en Belgique jusqu'à 14 semaine. 14 semaines avec les 2 semaines d'aménorrhée. Ok, d'accord. Alors, est-ce que, donc, Madame Fraccaro, l'IVG en Belgique se veut accessible à toutes les femmes et est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Alors oui, bien sûr qu'elle se veut accessible à toutes les femmes. Elle se pratique quand même depuis les années 70, même si la loi est arrivée en 1990, la toute première loi en Belgique, ce qui est assez tard par rapport à d'autres pays. Mais elle se veut accessible. On a un petit pays. Donc en tout cas à Bruxelles, il y a un très grand choix, une très grande offre. C'est clair que dans certaines parties du pays, il y a des déserts médicaux. Il y a des pénuries de médecins et donc là, ça peut parfois être un petit peu plus compliqué. Heureusement qu'on est un petit pays, donc pour ces femmes qui sont un petit peu plus loin et qui n'ont pas forcément tout de suite un planning qui pratique l'avortement, puisqu'il peut y avoir des plannings, mais qui ne pratiquent pas l'avortement et l'IVG. Dans ce cas-là, elles peuvent quand même se rendre dans une des grandes villes en Flandre, comme en Wallonie ou à Bruxelles, pour y avoir accès. Et c'est vrai que peut-être beaucoup de femmes pensent aussi que les IVG ne se pratiquent qu'à l'hôpital et en fait, on peut les faire dans un planning.
On peut les faire dans un planning et il faut savoir que plus de 90% des IVG se font en centre extra-hospitalier, donc en planning familial sans aucun souci. Donc en Belgique, c'est assez bien reconnu et assez accessible pour ça par rapport à nouveau à d'autres pays. D'accord. Il y a d'autres pays qui c'est pas du tout le cas. Vous diriez le pays où c'est le moins accessible, c'est lequel par exemple? Au niveau mondial ou européen? Après, au niveau mondial, il y a encore des pays où c'est interdit. Ouais. Donc ça, c'est nous, c'est pour ça aussi qu'on a une politique internationale et de solidarité aussi pour le droit à l'avortement dans d'autres pays, mais aussi encore en Europe. Où on voit bien, où parfois il peut y avoir des politiques qui ne sont pas du tout progressistes, au contraire, qui régressent, qui sont extrémistes. Et à chaque fois, c'est le corps des femmes et le droit des femmes qui est pris en otage. Carrément. Il y a des pays comme effectivement... c'est pas en Russie où c'est interdit? Enfin, je sais plus. Si on prend la Pologne, où c'est interdit, c'est très extrémiste comme pensée, puisque même et on a eu récemment dans l'actualité, même dans le cadre d'un viol, une femme ne peut, même si elle a un risque pour sa santé, et du coup, même si elle a un risque pour sa santé, et du coup, il y a très peu de temps, une femme polonaise est décédée. Parce qu'on n'a pas voulu arrêter la grossesse alors qu'il y avait un risque pour elle, et ça s'est confirmé. Donc voilà, il y a Malte c'est encore interdit. Donc voilà, en Europe en tout cas, il y a eu aussi, il y a des belles choses. Il faut parler aussi de tout ce qui est positif et qui remet de l'espoir pour tout le monde et ce droit à l'avortement. C'est passé en Irlande il y a quelques années. Il y a eu une très belle mobilisation et l'IVG est passé. Il y a aussi au Luxembourg, et en plus quand ça passe maintenant, ça se veut un peu plus progressiste que chez nous. C'est vrai. Donc voilà, c'est ce qu'on espère avec la nouvelle loi, mais je pense qu'on va en parler à un moment de cette progression au niveau des différentes lois. Je trouve que ce serait intéressant d'en parler. Donc on sent que vous êtes militante, déjà on le sent dans votre manière de parler. Vous êtes militante pour le droit à l'IVG. Et alors, comment vous vous positionnez par rapport au fait d'éventuellement de modifier la loi qui viserait à augmenter le délai d'interruption de grossesse de 12 à 18 semaines, parce que 18 semaines, c'est énorme. On sait que le fœtus est déjà formé. Et il y a la loi, elle dit aussi qu'il faudrait réduire le délai de réflexion obligatoire de 6 à 2 jours. Ça voudrait dire qu'on pourrait réfléchir plus rapidement et prendre la décision plus rapidement, c'est ça? Alors, effectivement, les femmes savent réfléchir assez rapidement. Même les blondes. Voilà, ça va être une grande découverte, peut-être pour certains. De toute façon, la loi de 2018, qui est extrêmement décevante, on a de toute façon tous fait des communiqués de presse, tous les praticiens de l'IVG. C'est quoi la loi de 2018? Alors, en fait, il y a eu une nouvelle loi par rapport à la loi de 1990, une nouvelle loi en 2018 où on avait mis beaucoup d'espoir. On avait très très fort travaillé les différents praticiens de tout pays, de tout bord, pour effectivement proposer l'extension, comme vous le disiez, d'accès à l'IVG au-delà de 14 semaines aménorrhées, pour non pas réduire le délai de réflexion, mais le supprimer comme dans beaucoup de pays où il n'existe plus, où il n'existe pas. Ça entre autres. Enfin, de toute façon, on a suivi toutes les commissions de justice, tous les interlocuteurs étaient vraiment en faveur, à part peut-être une ou deux personnes, de toutes ces avancées. Donc on s'est dit ça va passer. Et en fait, la loi qui est passée en 2018 est extrêmement peu progressiste. Et il y a eu des frilosités politiques qui nous ont, vraiment déçus. Et le combat continue complètement. Ils mettent des limites au niveau du temps, c'est-à-dire qu'ils veulent rester sur 12 semaines, c'est ça qui vous Alors a déçu? pour l'instant, oui, ça complètement, parce qu'il y a une hypocrisie par rapport aux femmes, du coup, qu'on est obligé d'orienter à l'étranger, et qui sont obligées de... Alors elles vont en Hollande, elles vont en Espagne, en Angleterre. Il faut savoir maintenant que l'Angleterre, n'étant plus dans l'espace Schengen, il va falloir un passeport. Donc c'est encore moins accessible qu'avant. Il faut savoir que c'est cher, que parfois ce sont des femmes sans papier, qui donc ne peuvent pas quitter le territoire, et si elles le quittent, il y a un grand risque et une mise en danger pour elles. Et il y a encore plus de tabous, du coup, qui peuvent être liés aussi à devoir cacher si c'est... imaginez aussi, une mineure, là, il n'y a pas besoin
ici en Belgique d'un référent, d'un tuteur ou d'un majeur, mais pour aller en Hollande, oui, par exemple. Donc voilà, tout ça est compliqué, c'est une hypocrisie, on ferme les yeux sur ce que vivent les femmes. Enceintes, pourquoi attendre 18 semaines pour avorter ? Alors pas forcément, parce qu'il y a, des grossesses qui se découvrent très tard, parce qu'il y a des fausses règles, parce que des femmes ont des cycles qui ne sont pas mensuels bien établis et donc ne s'inquiètent pas non plus, n'ont pas forcément de symptômes. Il y a parfois des dénis de grossesse aussi, c'est-à-dire qu'on se dit non, j'ai pas pris de risque, je prends la pilule ou j'ai un stérilet. Et voilà, c'est ça la vie des femmes, c'est aussi notre parcours gynécologique, notre vie gynécologique, elle est faite aussi de plein d'accidents parce que c'est compliqué de gérer 35 ans de fertilité. Ah, j'avoue, moi, ma petite fille, ma deuxième, j'ai découvert à 4 mois que j'étais enceinte. Parce que j'allaitais en fait et donc du coup j'avais pas mes règles, je croyais que c'était normal. Voilà. Et vous faites partie du coup de toutes ces femmes pour qui c'est compliqué, par la vie aussi, la réalité. Mais après je les changerai pas, ma chérie, hein. Franchement, j'avoue, j'ai ma seule fille donc mais après pour les femmes qui désirent interrompre leur grossesse, c'est parce que cette grossesse n'est pas une bonne nouvelle et l'avortement est une solution pour c'est ça le grand parce qu'elle voit pas d'autre issue à ça en fait. Elle ne voit pas d'autre issue. Et puis parce que j'aime bien utiliser détourner un peu la phrase de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas mère, on le devient si on le souhaite. » On est pour une parentalité positive aussi dans le travail qu'on peut faire au planning familial, une maternité positive. Et ce n'est pas parce qu'on est femme ou une personne enceinte que une grossesse qui nous tombe dessus, par accident, on doit l'assumer. Vous accompagnez donc les personnes, peu importe leur choix. Imaginons une personne vient chez vous et vous sentez qu'elle tire vers peut-être que je vais le garder. Est-ce que vous l'accompagnez aussi dans ça Bien sûr. Disant, on sent que vous avez envie de garder ce bébé. Qu'est-ce qui vous met des doutes ? Est-ce qu'on peut vous aider dans cette envie de peut-être le garder au lieu de l'avorter ? Oui, de toute façon, les plannings, en fait, les plannings francophones, on fait autant des interruptions volontaires de grossesse qu'on peut faire un suivi de grossesse. Donc nous, on s'adapte à la demande de la personne, de la femme. On s'adapte à ce qu'elle souhaite, à ce qu'elle veut. On a aussi, c'est ça, je disais, la force des plannings, d'autres services qui permettent la prise en charge pluridisciplinaire, donc tant au niveau juridique que social, médical, psychologique. Et donc voilà, s'il y a besoin d'informations diverses, si elle a d'autres questionnements, nous on est là pour s'adapter. On n'imposera jamais rien. Nous, on est à l'écoute, on accompagne et on accompagne au mieux. Et le but, c'est que effectivement, la femme ait toutes les informations nécessaires dans sa prise de décision, dont elle a besoin. Et quand c'est un cas d'ambivalence, et c'est pour ça que le délai de 6 jours ne sert à rien, quand c'est un cas d'ambivalence, de toute façon, la femme ne prend pas sa décision et on prend le temps de se revoir. Et s'il faut se revoir 2 fois, 3 fois, 4 fois, l'équipe va toujours s'adapter et l'équipe va être là pour la personne. Voilà, tout à fait. Alors, chers auditeurs, c'est très intéressant. On va continuer cette discussion juste après une toute petite courte pause. Donc, je vous dis à tout de suite sur Arabelle dans Santé pour tous. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. On parle aujourd'hui d'un sujet très très sensible, c'est l'IVG, avec nos invités. Alors moi j'avais envie de poser la question à Luna, mais tiens, est-ce que les mineurs peuvent avoir recours sans l'autorisation de leurs parents à une IVG ? La loi belge permet à une femme mineure d'avoir recours à une IVG sans l'autorisation de ses parents. Les informations médicales ne sont données qu'à la personne concernée, ni ses parents, ni son frère ou sa sœur, ni ses amis ou son copain ne pourront être informés à ce sujet. Même si on demande une vignette de mutuelle, des accords entre les centres, les mutualités et l'INAMI font que l'anonymat est garanti pour la mineure, même si elle est inscrite à la mutuelle de ses parents.
Super, donc ça permet vraiment de préserver l'anonymat aussi. Madame Fraccaro, donc vous avez expliqué tout à l'heure aussi être membre du GACEPA. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Voilà, alors le GACEPA, c'est le groupe d'action des centres extra-hospitaliers pour le droit à l'avortement. Nous, on est une structure francophone qui regroupe 22 centres bruxellois et wallons. Et pour les centres flamands, il y a Luna et Dilemma. Voilà. Donc ça, et on travaille bien sûr tous ensemble en collaboration effectivement pour tout ce qui est loi, convention, INAMI. Le GACEPA a été créé en 1979 par déjà des praticiens de l'IVG, de l'avortement, qui ont travaillé dans l'illégalité pendant de nombreuses années, puisque comme je le disais tout à l'heure, la première loi est arrivée en 1990. Et donc, ils se sont regroupés pour avoir une force de pratique, une harmonie des pratiques, pour être plus forts aussi juridiquement, pour avoir aussi toute une solidarité dans les combats et le militantisme qui menait. Maintenant, le GACEPA, nous, on s'occupe, c'est nous qui nous occupons depuis plusieurs années de tout ce qui est formation pour les médecins et les travailleuses psychosociales. Donc les formations en Belgique francophone pour l'avortement et l'interruption volontaire de grossesse, c'est le GACEPA qui s'en occupe. On s'occupe également des protocoles en matière d'IVG pour avancer et à chaque fois améliorer les protocoles et la prise en charge des femmes et des personnes enceintes. On s'occupe aussi de tout ce qui est plaidoyer politique. Je parlais de l'importance aussi tant au niveau national qu'international. Il faut qu'on reste solidaire avec les femmes du monde entier. Ça, c'est très important. Donc voilà, c'est une petite ASBL. Mais c'est une petite ASBL très militante et qui malgré sa petitesse, a un travail colossal, vraiment sur plein d'aspects. D'accord. Et dont des brochures, que je vais vous laisser et qu'on peut retrouver sur le site du GACEPA avec les différents centres où il y a une bonne pratique de l'IVG. Parce que ça, c'est important. Je me posais aussi la question, dans ces centres-là, est-ce que vous intégrez, par exemple, les facteurs culturels, est-ce que dans les formations ou dans les explications que vous allez peut-être parfois donner aux usagers ? Parce que forcément, vous devez être un peu formé à ça aussi. Bien sûr. Après, ça va dépendre d'aussi personnellement chaque travailleur ce qu'il a comme interrogation, comme question et avec quoi il se sent à l'aise. Moi, je me sens assez à l'aise avec ça parce que j'ai travaillé plusieurs années avec le Maroc justement sur la question de l'avortement, de la planification familiale et des moyens de contraception et de ce qui était autorisé dans l'islam ou pas. Justement, donc voilà. Mais après, tout le monde doit se sentir à l'aise et on ne devient pas non plus des spécialistes ni en religion ni en culture. C'est autorisé là-bas maintenant, je ne sais plus. Au Maroc, ils l'ont toujours pas autorisé. Non, c'est pas autorisé, mais ça se pratique. C'est bien pour ça aussi que. Et c'est dangereux parce que c'est des pratiques alternatives. Alors pour les femmes les familles qui ont un peu plus de moyens, elles arrivent à trouver de très bons praticiens dans des cliniques privées sans aucun souci. Et ça, c'est un petit peu partout. Et puis pour d'autres, effectivement, c'est une mise en danger parce que ça va être utiliser des plantes dangereuses, des produits dangereux, se jeter du haut de l'escalier, se taper dans le ventre, se procurer des médicaments sur Internet. Mais ça se fait par le biais de Women Helps Women, où là c'est bien encadré avec tout un suivi internet et téléphonique. Mais par contre, maintenant on peut trouver des kits sur internet qui peuvent mettre en danger la femme parce que s'il n'y a pas de suivi à côté médical et psychosocial, c'est un petit peu compliqué. Et puis si elles font une hémorragie, nous on conseille toujours de toute façon, même pour des femmes qui avortent ici mais qui repartent dans leur pays d'origine ou qui partent en vacances dans un pays où c'est interdit, c'est plaider constamment la fausse couche. Je suis en train de faire une fausse couche pour qu'on veuille bien les accepter. Parce que si elles disent que c'est pas une fausse couche, c'est que c'est une IVG, dans un pays où c'est interné.
dans un pays condamné. Où c'est condamné et interdit, effectivement, elles ne vont pas être prises en charge, ou elles peuvent être condamnées, se retrouver effectivement en prison, jugées, en effet. Alors, Luna va nous partager peut-être le témoignage de notre personne anonyme. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit peu ce que notre témoin nous a dit par rapport aux circonstances dans lesquelles elle a appris sa grossesse et est-ce qu'elle a pris la décision d'y mettre fin toute seule? Oui, bien sûr. Donc, je parle pour elle. J'ai eu des symptômes inhabituels comme des nausées, ma poitrine qui gonfle, accompagnée de douleurs, changement d'humeur et un retard de règles. Je me suis dit que je devais aller voir ma gynécologue, car je savais déjà au fond de moi que j'étais enceinte. Je n'ai pas fait de test, je suis allée directement à l'hôpital, ce qui a confirmé mes doutes. Suite à ma discussion avec ma gynéco, je lui ai fait comprendre que je ne voulais pas le garder. Elle m'a donc expliqué les démarches à effectuer. J'avais prévenu mon conjoint de l'époque que j'avais un simple rendez-vous, sans rentrer dans les détails. Il m'a envoyé un message qui disait « J'espère que tu n'es pas enceinte, sinon je te tue ». Cela a confirmé ma prise de décision de mettre fin à cette grossesse. D'accord. On avait une autre question. Donc, on reviendra avec d'autres témoignages sur ces parties-là, mais c'est intéressant d'entendre que c'est parfois, la femme se retrouve parfois très seule face à cette démarche et que c'est quelque chose qui peut parfois être soit tabou, soit difficilement décidé. Et toute l'intervention importante des intervenants qui accompagnent la femme dans cette démarche. Mais du coup, Luna, est-ce que les parents ou le partenaire ont le droit de s'opposer à l'IVG? Parce que le partenaire pourrait dire « Attention, c'est mon bébé, vous n'allez pas le retirer, quoi ». Est-ce qu'on peut faire ça? Non, seule la femme concernée peut prendre la décision de poursuivre sa grossesse ou non. Et dans une situation conflictuelle avec sa famille ou son partenaire, elle peut en parler avec des professionnels des centres de planning familiaux qui devront être particulièrement vigilants aux situations de violence qui peuvent être vécues par les femmes. D'accord. Donc ça peut être considéré carrément comme une situation de violence si on impose à la femme de garder l'enfant. D'accord, ok. Alors, c'est vrai qu'on se demandait aussi, est-ce que vous diriez, Madame Fraccaro, que cet accompagnement est bénéfique? Alors, est-ce que l'entretien pré-IVG, il est perçu comme, c'est une formalité, c'est obligatoire, et donc voilà, je le fais, ou alors c'est un soutien qui est quand même important et qui est indispensable? On va retrouver les deux situations. On va retrouver des femmes qui disent, moi, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de passer par votre entretien parce qu'effectivement elles y mettent peut-être une connotation jugeante ou négative, ne connaissant pas déjà l'endroit. D'autres ne veulent pas de cet entretien parce qu'elles en sont peut-être à la 3e IVG, elles connaissent déjà un petit peu elles savent comment ça se déroule. Et puis d'autres le désirent parce que par exemple en France il a été supprimé et certaines femmes qui aimeraient y avoir accès, parfois n'y ont pas accès. Ça leur manque aussi. Encore une fois, on s'adapte à ce que souhaitent les femmes. Moi, je leur dis toujours, mais mes collègues sont pareils, que quand il y a cet entretien, on n'est ni là pour juger, ni avec une liste de bonnes et de mauvaises raisons. Pour nous, toutes les raisons sont bonnes, sauf si c'était imposé, comme on en parlait, par un mari, un conjoint ou une famille. Là, c'est encore une autre situation. Et donc, on s'adapte à ce qu'elles souhaitent. On est là pour écouter, apporter une écoute spécifique, privilégier, les rassurer, les informer, les prévenir, réduire les risques, qu'elles aient tout en main. Mais c'est elles qui posent les questions. Et si elles ne veulent pas en poser, si elles ne veulent pas dire les raisons de pourquoi elles veulent avorter, nous devons respecter ça. Et c'est à nouveau, une femme, c'est réfléchir par elle-même, c'est ce qu'elle veut, et ce n'est pas à moi de décider ce qui est bon pour elle ou pas. C'est pareil parfois pour le choix de la méthode, on a tout ça. Parfois, elle nous demande, c'est quoi la meilleure méthode pour toi? À nouveau, on va lui dire, c'est toi qui dois faire ton choix. C'est toi qui vas vivre, donc tu dois voir par rapport à ta personnalité, par rapport à ta vie, ta réalité de vie. On peut décider de la méthode alors? Bien sûr. Ah oui.
Bien sûr. Et je pensais qu'à partir qu'il y avait une date limite, par exemple, juste avec le médicament. Alors les médicaments, c'est jusqu'à 9 semaines. Merci le Covid qui a accéléré. Le Covid n'a pas eu que du mauvais, en tout cas pour l'avortement, pour l'interruption volontaire de grossesse. Ça a permis un petit peu d'accélérer, qu'effectivement on augmente le délai pour la méthode médicamenteuse, donc jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Et ça a permis aussi qu'on puisse proposer plus facilement et plus rapidement que l'amifégine à domicile, enfin la méthode médicamenteuse à domicile à 100%, et de faire un suivi par téléphone et de revoir la personne plus tard la personne après. D'accord, ok. Alors, on va de nouveau demander le témoignage de notre témoin. Est-ce que l'entretien pré-IVG a été bénéfique, ou est-ce qu'elle s'est sentie jugée ou soutenue? Enfin, est-ce que ça l'a aidée dans sa prise de décision? Elle a dit « Oui, il a été bénéfique, car j'ai vraiment été bien accompagnée par l'équipe médicale, donc gynécologue, assistante sociale. Je ne me suis pas du tout sentie jugée, mais au contraire soutenue. J'ai été mise au courant de manière claire et précise du déroulement de la procédure, des douleurs et des émotions que la procédure occasionnerait. » D'accord. Et du coup, Madame Fraccaro, quelle direction prenez-vous? Je vous l'ai demandé en off, c'est marrant, mais quelle direction prenez-vous lorsqu'une patiente se sent en conflit quant à sa décision? C'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre elle est entre les deux, elle ne sait pas trop comment prendre sa décision. Comment vous accompagnez ça? Alors, à nouveau, on essaie de voir un petit peu, comprendre quel est son parcours, la situation qu'elle vit, qu'est-ce qui fait aussi juste écouter, qu'est-ce qui fait qu'elle est en hésitation, de voir aussi au niveau médical si on est dans les temps, si on n'est pas dans une urgence, parce que quand il y a une urgence, ça devient un petit peu plus compliqué pour la femme de prendre sa décision plus posément ou en toute sérénité. Si d'un seul coup on lui dit l'échographie, t'es à 13,5, ça devient... bon, heureusement, c'est pas le cas à chaque fois, c'est des cas un peu extrêmes. Mais donc, de voir et de lui laisser le temps et de dire, on se revoit quand vous le souhaitez. Et qu'elle essaie parfois aussi de voir qu'est-ce qui ferait pencher vers je garde pas. Il y a toujours la part de rationnel et de l'émotionnel, du cœur, en tout cas, quand la décision n'est pas claire et plus compliquée. C'est toujours... elle nous dit souvent, le cœur me dit ça, mais la raison me dit ça, et comment faire la part des choses. Très souvent aussi, du fait d'être enceinte, il y a les hormones qui travaillent, qu'on ne gère pas. Donc ça, c'est une part aussi à ne pas négliger, dont on aime bien aussi parler et aborder, pour qu'elles aient vraiment toutes les infos, parce que, émotionnellement, il y a des émotions qu'on ne contrôle pas. Quand on est enceinte, donc de prendre ça aussi en compte, et voilà, de vraiment tout leur donner, mais laisser le temps. Et comme je vous le disais, s'il faut les revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, on s'adapte à ce qu'elles souhaitent. Oui. Et j'avais une autre question, parce que c'est vrai qu'on les accompagne là-dedans, mais est-ce qu'on leur dit concrètement qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, je sais que, par exemple, j'avais déjà discuté avec une gynécologue qui travaillait dans un planning. Et c'était une médecin, en fait. C'était plutôt une médecin qu'une gynécologue, mais elle était spécialisée là-dedans. Et par exemple, elle ne montre pas forcément l'imagerie, en fait. Quand elle fait l'échographie, elle ne va pas, sauf si la personne le demande, mais vous retournez l'écran pour pas que la personne peut-être s'attache ou voit quelque chose qui la mettrait en difficulté ou qui... Également aussi parce qu'on pourrait interpréter quelque chose qui n'est pas interprétable parfois parce qu'on n'est pas médecin. Moi, je peux regarder une échographie, travailler avec mes collègues médecins. Vous avez raison de dire que ce sont plus des médecins généralistes qui pratiquent l'avortement que les gynécologues. Et dans les centres de planning du GACEPA, mais... des fois, on pourrait se dire « Ah, mais tiens, là, j'ai vu telle chose. » Et puis, en fait, non, c'est une grossesse de 4 semaines. C'est juste un petit point blanc. Et donc voilà, de pas... Mais bien sûr, à nouveau, s'il y a une demande qui est faite de voir l'échographie, de récupérer l'échographie après l'intervention, de voir parfois même ce qu'on peut aspirer,
Voilà. Mais ça va être aussi à l'appréciation de comment chaque praticien va se sentir aussi. Voilà, on a des personnalités, des sensibilités aussi différentes et on est tous des humains en fait, et donc on doit composer tous ensemble avec ça. Oui, parce que c'est vrai que, j'avais une maman une fois qui m'avait dit, oui, vous vous rendez compte, donc elle avait pratiqué deux avortements, donc 2 ou 3, je ne sais plus, et elle m'a dit, vous vous rendez compte, voilà, donc j'ai fait ça avec des médicaments, et le médecin m'a dit que c'était pour faire arrêter le cœur du bébé. Et donc j'ai pris un médicament qui a arrêté le cœur du bébé. Et bon, après, c'est vrai qu'on a travaillé sur le fait que c'était pas encore un bébé, évidemment, et que c'était une petite cellule qui avait quelque chose qui pulsait. Donc, à partir... Le cœur, il arrive un peu plus tard, vers les 42, 43 jours, le cœur arrive. Mais je veux dire, là, c'était une petite cellule. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a toute la fantasmatique aussi derrière à accompagner. C'est-à-dire... Chaque mot va être important. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut savoir que il y a effectivement des médecins qui pratiquent l'avortement, mais qui peuvent être très maladroits dans les propos qu'ils tiennent, qui pratiquent l'avortement et très étonnamment sont extrêmement culpabilisants. Mais alors là, ça va plus être un commerce en pratique privée. Donc chaque mot, ça va être important. Effectivement, on n'utilise pas le mot bébé parce que ce n'est pas un bébé. On voit parfois par rapport à l'échographie, quand c'est une grossesse gémellaire, on sait que ça peut avoir, vous parliez de la culture tout à l'heure, on sait que dans la culture africaine, c'est vécu comme un don, comme quelque chose de précieux. Donc voilà, c'est des informations importantes pour que la personne prenne sa décision en toute connaissance de cause. Enfin, faire confiance aux femmes, arrêter de leur cacher des choses, mais en même temps utiliser des mots doux et bienveillants aussi pour que ça se passe le mieux possible pour elles et qu'elles ne soient pas... Il faut être aussi, je suppose, convaincu de ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, c'est vrai que si des médecins, comme vous dites, en font limite un business et qu'ils ne prennent pas en considération que la femme est peut-être dans une période compliquée et que s'ils lui disent, ça c'est un médicament qui fait arrêter le cœur du bébé, et puis ce médicament-là, il va te faire évacuer les restes, entre guillemets, du bébé. C'est choquant d'entendre des trucs comme ça. Donc, moi, personnellement, j'avais jamais entendu ça. Et quand j'ai des usagères, parce que moi je suis psychologue, donc j'entends des choses comme ça, je me dis, oulala, il y a un truc qui a été raté là. Ou alors c'est peut-être l'usagère qui a compris ça. Peut-être que les mots ont été corrects, mais que ça a été interprété d'une autre manière aussi. Parce que je suppose que il y a aussi l'interprétation de ce que la personne, comment elle le vit, etc. Totalement, ça vous avez raison. Mais après, je vais pas non plus dire que tous ceux qui travaillent dans la pratique de l'IVG, il y a des gens maladroits, quoi. Voilà, tout le monde est formidable, tout le monde est militant. Non, c'est pas vrai. C'est bien pour ça qu'on travaille sur au GACEPA, qu'on travaille sur des protocoles, qu'on fait des recyclages, qu'on discute beaucoup entre nous, entre planning avec dans nos fédérations respectives, pour améliorer tout ça, pour améliorer la prise en charge. Moi-même, ça fait 21 ans que je suis au planning. La prise en charge que je faisais il y a 20 ans et la prise en charge que je propose maintenant, elle n'est pas du tout la même. Je suis beaucoup plus détendue, beaucoup moins pointilleuse, beaucoup plus à donner beaucoup plus de liberté où je croyais déjà que je donnais beaucoup de liberté aux femmes et que je prenais ça. Et donc voilà, ça se travaille, on s'améliore. Il y a des avancées aussi médicales, il y a plein de choses. On commence à avoir beaucoup plus d'études scientifiques qui nous permettent aussi d'améliorer aussi toute cette prise en charge et de proposer d'autres choses aux femmes pour qu'elles y aient plus accès, pour plus de flexibilité, plus de liberté. Voilà, ça c'est vraiment... on va faire une autre petite pause, parce que franchement, le temps passe tellement vite, on a encore plein de choses à se dire. Donc, chers auditeurs, on se retrouve dans quelques minutes sur Arabelle FM. Le boulevard Lemonnier à Bruxelles. On peut le prendre de la gare du Midi vers le centre ou du centre vers la gare du Midi. En commençant par rentrer dans une librairie ou dans un centre de beauté. Bonjour. Et en finissant votre shopping en prenant un verre à la terrasse d'un café. Je m'occupe de vous tout de suite. Ou devant une belle assiette. Bon appétit à vous. Le boulevard Lemonnier, un boulevard plein d'idées. Pendant la durée des travaux, soutenons nos commerçants. En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi, j'achète les sauces Belsina. Ils proposent une large variété de sauces.
Ça permet de varier les goûts et toute la famille y trouve son compte. Les sauces Belzina, la saveur authentique. Parce que je vais faire sans toi, c'est franchement. Tu vas me Je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je pose cette question ou pas? Alors, quels sont des exemples de raisons? On peut donner des exemples de raisons, en sachant que nous, on a demandé à la commission évaluation d'enlever les raisons parce qu'on ne voulait pas juger les femmes. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour de nouveau dans Santé pour tous avec nos invités. Nous parlons de l'IVG aujourd'hui. J'avais envie de revenir un petit peu vers notre témoin anonyme pour savoir un petit peu à quel type d'IVG elle avait eu recours. Et puis on parlera avec Madame Fraccaro des méthodes. On en a un tout petit peu avant la pause parlé de la maladresse que pouvaient avoir certains praticiens en expliquant ces méthodes. Et je pense que c'est bien si Madame Fraccaro nous explique mais clairement quelles sont ces méthodes pour que nos auditeurs puissent comprendre. Alors, peut-être notre témoin anonyme, Luna, qu'est-ce qu'elle dit de cette IVG et quel type d'IVG elle a eu recours? Elle a dit « J'ai subi une IVG médicamenteuse qui s'est effectuée en 2 étapes. Donc la première, c'était un médicament à prendre pour stopper la grossesse. Lors de cette première prise, j'ai perdu énormément de sang. J'étais à ce moment-là sur mon lieu de travail et ce n'était pas un chouette moment. Le lendemain, j'ai dû prendre 3 autres médicaments qui ont permis de rejeter le fœtus. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on lui a expliqué. D'accord. Et est-ce que... Qui n'est pas un fœtus, je le rappelle, on n'expulse pas des fœtus. Non? Non, ce sont des embryons, ce sont des petits sacs de grossesse. Donc ça n'est pas encore un fœtus. Ouais, le fœtus, c'est à partir de 3 mois déjà, c'est ça? C'est bien au-delà. Bien au-delà de 3 mois. Oui, d'accord, ok. Alors, peut-être vous pourriez nous expliquer un petit peu ces fameuses méthodes, parce que là, elle parle d'une méthode, mais il y en a d'autres. Quelles sont les méthodes pour recourir à un avortement? Alors, il y a 2 méthodes. La méthode par médicament, qui est effectivement médicamenteuse, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et dont Luna vient de parler, qui effectivement peut se faire de différentes manières maintenant, comme je le disais, avec l'accélération qu'il y a eu dans la pratique pendant les confinements, le Covid. Donc, là, on prend 2 substances différentes et en fait, ça va être provoquer une fausse couche. Donc par le biais de prendre un comprimé de mifégine et 2 jours après, 36 à 48 heures après, mais on va changer un petit peu les délais, ça peut être de 24 heures à 48 heures, de prendre ce qu'on appelle du cytotec en intravaginal ou ça peut être par voie orale. Donc tout ça, effectivement, les médicaments interagissent ensemble et provoquent une fausse couche et donc peut donner des saignements, mais à nouveau, chaque femme, leur corps va réagir différemment. Donc il peut y avoir des saignements importants. On explique que les douleurs dans le palier le plus fort, c'est comme des douleurs de règles extrêmement fortes, mais on donne plusieurs types d'antidouleurs qu'on suit avec elle et on fait des paliers et puis des petites choses qui peuvent être plus naturelles comme de la chaleur sur le ventre pour détendre, ce qu'on peut utiliser aussi pendant les règles, de faire des tisanes relaxantes. Voilà, on propose aussi différentes choses en parallèle à côté. Vous essayez de les accompagner pour qu'elle n'ait pas trop de douleur ou pour que ce soit le plus agréable. C'est un très gros travail depuis des décennies. C'est vraiment effectivement que la gestion de la douleur, on améliore vraiment cette gestion de la douleur de plus en plus, ce qui est le cas. Mais il faut aussi pouvoir donner les bonnes informations. Pour une femme qui est très esseulée, une personne qui est enceinte, qui se procure des médicaments ou qui parfois, par leur médecin privé, on leur fait la prescription, mais il n'y a pas d'information, on ne leur explique pas comment ça va être. Ça peut être effectivement tellement une surprise d'avoir mal si elle n'avait pas des règles douloureuses, de voir beaucoup de sang, ça peut être pas... C'est pour ça que toute la prise en charge est importante dans ce qu'on va expliquer, dans ce qu'on va donner et dans le suivi. Si tout est fait à la maison, dans le suivi téléphonique qu'on va apporter et elles viennent quand elles le désirent au centre, ou si elles le souhaitent, on fait... premier médicament à la maison et elles peuvent venir pour la deuxième phase qui est
souvent plutôt l'expulsion au centre pendant 2 à 3 heures ou plusieurs. Est-ce qu'il y a des risques ? Par exemple, il y en a qui pensent que ça rend stérile de faire une IVG. Non, alors l'avortement ne rend pas stérile et il y a des femmes qui tombent au contraire très vite, rapidement, qui peuvent tomber à nouveau enceintes. En fait, ça vient aussi dans des pays où c'est interdit, ou quand c'était interdit aussi chez nous, que c'était illégal, effectivement, du coup, on est dans des pratiques pas du tout sécurisantes, qui peuvent créer des infections, des hémorragies, des choses plus ou moins dangereuses. Et je le rappelle, c'est pour ça que l'avortement, c'est important qu'il soit légalisé partout dans le monde, parce que tous les jours et tout le temps, il y a des femmes qui meurent de la suite d'un avortement clandestin et illégal, parce que c'est pas bien pris en charge ou fait dans des conditions sanitaires et médicales. Et donc si c'est bien pris en charge, normalement il n'y a pas de risque. Alors ici, il n'y a aucun souci. Les taux de complications sont, on peut pas vous dire à nouveau qu'à 100%. On travaille tous, on a des conventions avec des hôpitaux, nous pour le coup avec Saint-Pierre, et de toute façon, si on a besoin d'orienter ou d'une autre prise en charge médicale, on n'hésite pas, à travailler avec nos collègues de Saint-Pierre, et les complications sont très très rares. Et avant, on parlait beaucoup, plutôt que la méthode par aspiration, de curetage. Oui. C'était un curetage qui se faisait avec effectivement une curette manuelle, on va dire, en métal, et qui pouvait parfois abîmer et créer des synéchies, donc des adhérences au niveau de l'utérus. Et nous, on utilise depuis déjà extrêmement longtemps des sondes qui sont stériles, en plastique. C'est comme des pailles. Moi, je les montre aux femmes. Comme ça, elles savent vraiment ce qui vient à l'intérieur de leur corps et avec quoi on aspire le petit contenu utérin. Voilà. D'accord. Et en fait, l'aspiration en elle-même est de 3 minutes, et c'est l'ensemble de la méthode, parce qu'il va y avoir une anesthésie locale. En planning familial, ce n'est que local pour l'aspiration. Le fait de désinfecter, de placer le spéculum, de faire l'anesthésie locale, et après de faire l'aspiration, de pratiquer l'aspiration dans l'utérus, tout ça va prendre une 20aine de minutes. Mais l'aspiration en elle-même, c'est à peu près 3 minutes. Mais à 12 semaines, c'est quand même déjà grand pour être aspiré par un petit truc d'une paille. Mais c'est des pailles adaptées. Ah d'accord, ok. Oui, qui ont des petites tailles. Non, ce sont qui ont des tailles différentes. Donc d'accord, en fonction de la taille du. Voilà, mais qui de toute façon, vous pouvez passer au planning, ne sont absolument pas traumatisantes, comme peuvent s'imaginer parfois des gros aspirateurs. Et nous, on nous parle d'aspirateurs, mais moi je m'imaginais des trucs comme ça, des absolument aspirateurs pas, qui aspirent. Donc c'est pour ça que c'est important aussi à nouveau. De faire confiance aux femmes, de leur donner les infos et de leur montrer ce qu'on utilise vraiment dans leur corps. Quand c'est aussi la première fois que c'est un examen gynécologique, de leur montrer ce qu'est un spéculum, qui n'est pas du tout notre copain, on est bien d'accord. Et on ne l'aime pas trop. Voilà, et aussi d'essayer de mettre parfois de l'humour dans tout ça, voilà. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez encore Luna, un petit détail par rapport à, un petit témoignage par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc ici, comment elle a vécu, notre témoin, l'intervention. Est-ce qu'elle a eu des effets secondaires? Est-ce qu'elle est tombée malade? Comment elle a vécu la suite de l'intervention? Donc elle dit que l'intervention n'a pas été facile émotionnellement parlant. Personne n'était au courant de ce qu'elle vivait. Mais que le premier sentiment qu'elle a ressenti, honnêtement, c'était du soulagement. Mais qu'ensuite, la douleur physique a quand même pris le dessus. Et que même si elle avait été mise au courant des douleurs possibles, ça a quand même bien surpassé ce qu'elle pensait. Oui, on nous dit souvent que c'est comme un accouchement. C'est pas comme un accouchement, évidemment. Non. Mais un accouchement reste un accouchement, et rien n'est comparable. Mais je suppose que c'est des petites contractions qu'on peut avoir. C'est vrai que dans des douleurs de règles très fortes. Mais on lui avait pas prescrit des antidouleurs, parce qu'on prend des antidouleurs en même temps, non? Oui, tout à fait. Mais alors c'est vrai que les antidouleurs,
à un moment, voilà, et à nouveau, on ne sait pas comment le corps réagit. Et pareil, au niveau des antidouleurs, il y en a pour qui ça fonctionne très vite et d'autres pas assez. Donc, il y a différents paliers. Donc, parfois, on peut donner des antidouleurs, mais on dit qu'il faut rester à la maison, ne pas être seul parce qu'on peut être un petit peu dans les vapes, qui vont avoir aussi des effets un petit peu relaxants. Donc, on essaie de s'adapter à tout ça, mais je vous dis, la gestion. Et puis après, pareil, la gestion de la douleur d'une femme à une autre, on ne gère pas de la même manière. On va utiliser d'autres mots. Ce que je trouve, en tout cas, je trouve ça vraiment très important que cette personne ait pu témoigner. Et elle a dit le mot qui revient à faire gagner la cause du droit à l'avortement, c'est que pour la majorité des femmes, c'est un soulagement. Et donc, depuis toujours, et les anti-choix, les personnes donc contre le droit à l'avortement et qui sont contre un petit peu tout, reviennent toujours à dire que c'est un événement extrêmement dramatique, traumatisant. Ce n'est pas vrai dans la grande majorité des cas et des retours et des études que nous avons. C'est un soulagement et c'est une solution positive à une grossesse qu'on ne veut pas. Oui, après ça peut quand même laisser des petites traces psychologiques. Et pour certaines. Parfois travailler sur la culpabilité, travailler sur le fait que est-ce qu'elles auront encore un enfant un jour ou pas. Enfin, je suppose qu'il y a quand même d'autres choses qu'on peut travailler après. Oui, mais d'où aussi parfois l'importance de l'entretien psychosocial en amont, de travailler aussi en amont la culpabilité. L'importance aussi de proposer un suivi par la suite. Moi, je leur dis toujours, la porte, elle est grande ouverte quand tu veux. Okay. Voilà. Alors moi, j'avais envie de vous demander à toutes les deux, parce que l'émission touche déjà à sa fin, et franchement, c'était bien chargé. J'avais envie de vous demander à toutes les deux, quels conseils on pourrait donner à nos auditeurs, Nymphra Caro? Les conseils, c'est d'avoir les bonnes informations et d'aller sur les bons sites internet de référence. Donc, en tout cas, le GACEPA, les différentes fédérations de planning, comme la Fédération laïque des centres de planning, Fédération pluraliste, les FPS, d'aller sur les bons sites, parce qu'effectivement, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Ne pas se mettre en danger. Ne pas se mettre en danger. Il faut savoir aussi que je parlais des sites anti-choix. Il y en a énormément. Ils ont de gros moyens, des moyens de communication et financiers que nous n'avons pas, nous, petites ASBL, où on a des subventions, des aides, mais pas pour tout. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc en tout cas, voilà, d'avoir les bonnes informations et de ne pas hésiter à pousser la porte d'un planning. Et puis si on n'est pas content aussi parfois d'une équipe ou d'un planning, d'en changer. Voilà, de pouvoir aussi dire quand ça ne s'est pas bien passé et pourquoi, de le dire à la personne, et surtout aux femmes qui sont en charge qui sont en ordre de mutuelle, de savoir que leur IVG est prise en charge, et donc des cliniques privées qui leur réclament 700, 1000, 1500 euros alors qu'elles sont en ordre de mutuelle, et ça c'est juste, comme je vous le disais, du commerce sur le corps des femmes. D'accord. Luna, est-ce que tu as un petit conseil à donner? Je rejoins Madame Fracaro, bien s'entourer d'une équipe médicale et psychologique en qui on a confiance, et rester informé des possibilités qu'on a. Oui. Voilà. Je vous remercie vraiment pour cette émission. Merci à vous d'avoir fait sur le thème du droit à l'avortement et sur l'IVG, et justement essayer que l'information passe, et que toutes les idées reçues, je pense que peut-être vous mettrez sur votre site internet, on pourra parler de différentes brochures sur les idées reçues et sur les peurs que peuvent avoir certaines femmes ou personnes enceintes par rapport à l'IVG. On en a parlé brièvement, mais c'est vrai qu'on avait peu de temps. On pourra faire un relais. Dans tous les cas, on peut retrouver sur le site, vous l'avez dit, du GACEPA, donc, et sur les différents plannings familiaux qui existent. Alors, chers auditeurs, je vous dis dans 2 semaines, de 18 à 19h, dans Santé pour tous, nous abordons des sujets qui touchent la santé au quotidien. Et je vous souhaite un bon week-end. Derrière chaque porte se cache un secret généreusement gardé, hérité de nos délicieuses traditions culinaires. Merci. Oui, ça va super vite. Ouais. Au simple toucher, tous nos sens s'éveillent.